Séoul, capitale de la Corée du Sud, année 2021. Nous avons une belle journée, très ensoleillée. Et nous pouvons voir 5 étudiants dans une ruelle. Mais, pour être plus précis, ce sont 4 personnes contre une. Et nous voyons un garçon studieux, tenant son carnet de notes, parler au caïd. Son camarade de place, pour lui dire rapidement ce qu'il veut, car il ne veut pas être en retard pour ses cours. Et avec un air de supériorité, il ne regarde même pas le caïd en face. Et déjà assez irrité par le gars, le nerveux dit « C'est quoi, Gemma ?» Gemma est le nom du gars qui tient le carnet de notes. Et nous allons l'appeler Gemma. Gemma dit au caïd que s'il n'a rien à dire, il s'en va. Et tous les amis du caïd commencent à se moquer de lui, disant que le caïd à la petite mèche a été complètement ignoré. Après avoir été beaucoup raillé par ses camarades, il devient très en colère et crie sur Gemma, le traitant de merde, lui ordonnant d'arrêter tout de suite. Traitant Gemma de fils d'une bonne mère, il prépare un coup de poing et court pour le frapper par derrière. Gemma, avec l'air d'un protagoniste, ferme son bloc-notes sans regarder en arrière et donne un grand coup de pied à la tête de Tupetino, le faisant perdre l'équilibre et tomber, sans noter la plaque du camion qui l'a renversé. Tupetino est au sol, luttant avec son corps pour ne pas s'éteindre. Est-ce qu'avec ce coup de pied, il s'évanouit ou pas? Et moi, je me serais évanoui. Gemma, avec l'air d'un protagoniste, regarde avec supériorité par-dessus Tupetino. Sauf que Tupetino est bon en bagarre et n'a même pas perdu connaissance. Il se relève déjà en insultant Gemma. Gemma, avec un 10x10, c'est que Tupetino sera à la hauteur dans ce combat. Gemma dit qu'il ne se soucie pas si Tupetino veut jouer les durs. Il suffit de ne pas le provoquer. Et Gemma complète l'avertissement en disant que sa vie est déjà assez difficile sans la présence du dur à cuire. Le dur à cuire est toujours par terre. Il regarde bien Gemino dans les yeux et lui dit de ne pas faire semblant d'être si fort et qu'à partir de maintenant, il est vraiment foutu. Et Gemino, la main sur la hanche, le regarde avec mépris et dit vraiment. Sauf que Gemino est très intelligent, comme vous le voyez. Et il a oublié qu'il y a plus de monde dans la bagarre. Et il reçoit un coup, si fort à la nuque qu'il semble que son âme va quitter son corps. Et le type avec une batte de baseball rit au nez de Gemino et demande si Gemino pensait qu'ils étaient là juste pour faire joli. Après cela, il commence à transpirer des gouttes de ketchup ou du ketchup sort de son nez. À ce moment-là, le Kale commence à sourire, car Gemino est à ses pieds. Et il demande si le coup que Gemino a reçu a fait mal. Le Kale dit qu'il parie que le coup que Gemino a reçu a fait très mal et dit que Gemino s'est fait frapper juste parce qu'il se vante à l'école. Et qu'à partir de ce moment-là, il va montrer quelle est la place de Gemino à l'école. Gemino, très en colère, lui dit d'aller se faire foutre, Petino. Il regarde bien dans les yeux de Gemino et dit « Espèce de salaud, tu veux continuer à te faire frapper ?» Tupetino, avec un sourire sur le visage, dit qu'il veut voir jusqu'à quand Gemino va tenir. Et il ordonne à ses amis d'en finir avec Gemino. Je ne sais sincèrement pas comment les amis de Tupetino vont en finir avec Gemino car ils n'ont pas Dieu ou ont voulu économiser sur l'encre. Et une belle séance de passage à tabac commence. Soudain, Tupetino voit une lumière devant lui, mais il pense qu'il imagine des choses. Quand soudain, plusieurs sphères brillantes commencent à apparaître près de Tupetino. Et il se pose des questions. Qu'est-ce que cela pourrait être? Tupetino regarde autour de lui et voit que d'autres sphères blanches apparaissent. Pendant ce temps, la séance de massage gratuit continue. Les masseurs ne remarquent pas ce qui se passe. Cependant, Tupetino voit qu'il y a quelque chose qui cloche, car il y a beaucoup de lumière brillante. Et elle brille tellement que Tupetino met la main devant son visage pour ne pas voir cette lumière. Soudain, il s'arrête, car l'un a vu quelque chose clignoter, un autre n'a rien vu, et un autre demande à Tupetino ce que c'était. Tupetino répond en disant qu'il ne sait rien. La seule chose qu'il a vue était un flash, et cela l'a beaucoup effrayé. Tombé au sol, Gemino continuait à avoir un regard féroce. Cependant, Tupetino pense qu'il est encore à l'aise et veut continuer la séance de massage. En marchant doucement sur la tête de Gemino, il lui ordonne de rester au sol. Et ce n'est qu'après cela que Tupetino a eu un air de bonheur. Soudain, un gars apparaît à côté de Tupetino, disant « Mec, 20 ans ont passé et ici rien n'a changé. » Tupetino est très surpris par le gars qui est apparu de nulle part, à côté de lui. Et le gars commence à analyser Tupetino en disant que les uniformes n'ont pas du tout changé. Tupetino, ne comprenant rien, demande « Qui es-tu, vagabond ?» Et le gars, ne comprenant rien, demande « Vagabond? Comment ça ?» Et le gars qui est apparu de nulle part continue en disant « C'est comme ça que des morveux comme vous parlent à leurs vétérans ?» Et Gemino commence à observer toute cette scène, il doit comprendre ce qui se passe. Le gars qui est apparu de nulle part est déjà moins en colère et dit qu'ils ont juste eu un moment de folie. Alors, il va pardonner ce qu'ils viennent de dire.
Mais le petit morveux parle au gars qui est apparu de nulle part. Et qui se soucie que tu sois notre vétéran? Le petit morveux, essayant d'intimider le gars qui est apparu, lui dit de s'occuper de ses affaires et de continuer son chemin. Et il ne sait pas pourquoi un vagabond se mêle de cette affaire. Et le petit morveux demande au gars qui est apparu de nulle part s'il tombe dans le piège des nouveaux. Le petit morveux dit au gars qui est apparu de nulle part de dégager, sinon il va lui montrer où est sa place. Soudain, le gars qui est apparu de nulle part demande si tous les garçons d'aujourd'hui sont comme lui, sans éducation. Et il ajoute, disant qu'ils ne devraient pas parler ainsi à leurs vétérans. Je suis tout prêt. Au même moment, il dit qu'il raconte des conneries et lui ordonne de dégager avant qu'il ne s'en prenne à lui. Et il donne un coup de poing dans la poitrine du gars qui est apparu de nulle part. Cependant, le coup de poing n'a rien fait et sa main est restée immobile sur sa poitrine. Et cela rend le gars qui est apparu de nulle part très en colère. Et il attrape le bras de Tupetino et dit que s'il continue à être un crétin, il va lui casser le bras. Tupetino se dégage des mains du protagoniste et demande s'il a perdu la tête. Le gars qui est apparu de nulle part est le protagoniste et Gémino, le punching ball, n'est pas le protagoniste. Et, avec beaucoup de brutalité, Tupetino s'avance vers le protagoniste, disant qu'il va le tabasser et le laisser tout bleu, et envoie un direct très bien placé au visage du protagoniste. Sauf que le protagoniste est très fort et très bon en combat. Et il esquive sans aucune difficulté. Tupetino ne comprend pas comment il a pu frapper dans le vide de cette façon. Et le protagoniste dit à Tupetino qu'il aurait dû s'arrêter pendant qu'il était encore dos. Et il affirme à Tupetino qu'il devrait traiter son vétéran comme s'il était un doigt. Tupetino regarde cela et doit penser. Ce gars a quelque chose de stupide dans la tête, alors? Le protagoniste regarde Tupetino et dit qu'il pense qu'il est du genre à n'apprendre que par la force. Alors, le protagoniste fait un geste avec les mains et commence à parler une langue que les autres ne comprennent pas. Est-ce que tu l'as? Je me suis occupé des sodas. Transforme cette forme de cadet en boba. Sauf que non. Et tout le monde regarde le fou du protagoniste, levant les mains et faisant des gestes étranges avec les doigts. Et le protagoniste reste. Utilisant ses doigts, plaquant des doigts d'un côté, de l'autre et rien ne se passe. Et tout le monde se demande ce que ce fou est en train de faire. Le protagoniste, qui n'a pas encore dit son nom, regarde sa main et dit que le sort ne fonctionne pas. Et entre deux rires, il s'exclame « Ah, c'est sérieux? Ça n'a pas marché? Parce que tout est tellement ridicule. De nos jours, il continue de parler au protagoniste pour qu'il ne se comporte pas comme s'il était quelque chose dans cette vie, puisqu'il n'est qu'un petit minable. Et le protagoniste est là. Plaquant des doigts d'un côté, plaquant de l'autre, dans le vide total. Et bien sûr, tout le monde pensait déjà qu'il était un retardé, un grand retardé. Et le protagoniste a fait son dernier geste, a regardé sur le côté, a vu que la magie ne servirait à rien, et s'égale à l'appeler retardé. Alors, le protagoniste dit qu'il n'a pas le choix, puisqu'il n'a pas de magie, il va y aller en mode combat rapproché, et prépare un coup suprême. Et le petit gars se demandait, qu'est-ce que ce fou veut faire? Quand, tout à coup, il reçoit un coup suprême et s'envole comme une merde. Il vole sur plusieurs mètres et s'écrase violemment contre le béton, brisant le béton avec son corps. Quant à moi, qui ne sert à rien, je reste bouche bée, tout comme les figurants, les assistants du petit gars après un coup suprême. Le petit gars est KO et le protagoniste, avec son doigt endolori, dit « AM de Herp, situé à Novigrad OPA, je pense que cette phrase vient d'un autre jeu auquel j'ai joué, et avec un sourire sur le visage. » Il prépare le nouveau coup suprême et demande qui sera le prochain. Gémino trangle de ce qu'il a vu, et il nous est rapidement montré que le coup suprême a fait des ravages. Les trois autres figurants étaient déjà à terre, et notre ami le petit gars continue de dormir. Gémino est très surpris par la force du protagoniste, car il a mis à terre les quatre avec un seul doigt, et le protagoniste est tout souriant, car il a donné une leçon à ces idiots. Et Gémino, qui n'a jamais vu un fou aussi dingue, se demande qui est ce fou, mais humblement, Gémino remercie pour l'aide. Et notre protagoniste dit que ce n'était rien, mais... Et il commence à regarder Gémino. Et Gémino, comme tout bon punching ball, dit que tout va bien. Sa tête est bien résistante. Et le protagoniste dit que ce n'est pas ça. Il ne demande pas pour sa tête. Il veut savoir quelle est la date d'aujourd'hui. Et Gémino est surpris par la question. Et le protagoniste demande à nouveau quelle est la date d'aujourd'hui, et Gémino dit qu'aujourd'hui, c'est le 10 septembre. Et le protagoniste demande de quelle année? De 2021, bien sûr. En entendant cette réponse, le protagoniste est très étonné, et il dit à Gémino qu'il a été invoqué en 2016. Donc, cela devrait être aux alentours de 2036, puisque j'ai passé 20 ans. Le protagoniste, sans savoir ce qui allait se passer, fait les calculs, car seulement 5 ans se sont écoulés ici sur Terre, alors qu'il a vécu 20 ans sur la planète d'Alfhem.
Le protagoniste dit que c'est mieux ainsi, et Gémino. Il ne comprend pas pourquoi il a dit ces choses. Le protagoniste fait ses adieux à Gémino en disant « Salut, je m'en vais, c'est nous, au revoir » et donne un avertissement à Gémino en lui disant de ne plus se laisser battre à partir de maintenant. Et Gémino, voyant le protagoniste s'éloigner, demande qui diable il est. Et le protagoniste est là, en train d'essayer. Gémino, ne voyant pas cela, demande ce qu'il fait maintenant. Je suis très bon dans cet effet spécial de plaquement. Des doigts, n'est-ce pas? Je suis un as. Je plaque même des doigts comme personne. Je suis pratiquement le maître du claquement de doigts. C'est quoi, ce délire, mec? Et le protagoniste, en plus de claquer des doigts, commence maintenant à dire téléportation, téléportation. Mais, rien de téléportation. Gémino, en regardant cela, se dit que l'autre a l'air plus fou qu'un élève redoublant. Soudain, le protagoniste arrête de claquer des doigts et regarde Gémino. Gémino frissonne immédiatement. Gémino se demande pourquoi le protagoniste revient. Ce type est vraiment bizarre, il s'approche de moi à nouveau. En s'approchant de Gémino, le protagoniste demande quel est son nom. Il se présente. Je suis de Gémino, mais vous ici dans l'histoire, vous m'appelez Gémino. Alors, vous pouvez continuer à m'appeler Gémino, mais je ne suis pas votre Gémino de Chavez, d'accord? Alors, le protagoniste parle. Et Gémino, puisque je t'ai sauvé, pourrais-tu me prêter de l'argent? Et Gémino n'en revient pas de ce qu'il vient d'entendre. Et voilà. Étrangement, il dit qu'il semble être revenu trop tôt et qu'il ne peut matérialiser aucune magie à cet endroit. Et Gémino pense que cela lui a porté malheur, car il vient de se déplacer avec une créature très étrange. Et là, le protagoniste commence à raconter son histoire. Il dit qu'il était dans un monde très différent du leur, et il vient d'être téléporté de retour sur Terre pour des raisons personnelles, c'est pourquoi il est revenu sur Terre. Et le protagoniste continue son explication, disant qu'il semble y avoir eu un problème avec le système de gestion de mana pendant le processus de retour sur Terre. Et il conclut. Si le processus s'était bien déroulé, il aurait été téléporté devant sa maison. Et ainsi, le protagoniste explique qu'il ne peut lancer aucune magie à cet endroit. C'est ce que Gémino pensait intérieurement. Bien sûr, il ne pouvait pas dire ça. Gémino, étant malin, envoie déjà la bonne. Il demande combien il a besoin. Et le protagoniste dit qu'il a besoin de 2000 ans. Gémino a fait une erreur. Il n'avait que des billets de 5000. Et le protagoniste a pris son billet de 5000. Et il a aussi pris le numéro de téléphone de Gémino. Et le protagoniste pense à quel point Gémino est sympa. Et il assure qu'il remboursera ce qu'il doit. Car il a même pris le numéro de téléphone pour rendre l'argent. Le protagoniste regarde son reflet dans une vitre, et il se rend compte que seulement 5 ans se sont écoulés ici sur Terre. Et il pense que c'est bien qu'il ne se soit pas écoulé beaucoup de temps ici. Et il sait que c'est bien, car sa famille le reconnaîtra sûrement. En faisant ses calculs mathématiques du roi des mathématiques, il se rend compte qu'il a 24 ans, mais que ses parents ont probablement environ 50 ans. Et Soa, sa sœur cadette, doit avoir environ 7 ans. Maintenant, la scène change pour une station de métro. En s'approchant de la station, le protagoniste voit de nombreux militaires et se demande s'il y a eu un accident à l'intérieur de la station de métro. Comme il n'arrive à aucune conclusion, le protagoniste voit 2 élèves passer. Et il décide de leur poser quelques questions. Il demande ce que font les soldats devant la station de métro. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose là-bas? Les filles, ne comprenant pas la question, se regardent étonnées. Et, en riant de la tête du protagoniste, elles répondent qu'il est normal que les soldats protègent l'entrée du donjon. Et elles demandent si le protagoniste est resté dans le coma pendant tout ce temps. C'est là que le protagoniste, avec une tête d'ahurie, ne comprend rien, et il se demande de quoi elle parle. Le protagoniste, puisqu'il ne peut pas prendre le métro, envisage de prendre un taxi. Cependant, en marchant un autre pâté de maison, il voit une autre station de métro, où il n'y a aucun soldat devant, et décide de descendre dans la station de métro. Avec sa botte. Très chic pour une femme et je pense que cette botte est pour femme, d'accord? Et il trouve la station de métro fermée, verrouillée. Et il ne comprend pas ce qui se passe, car c'est le jour. La station de métro devrait déjà être ouverte. Et cela rend le protagoniste encore plus méfiant, car il pense qu'il y a eu un accident à l'intérieur de la station de métro. Cependant, par coïncidence du scénario ou par le pouvoir du protagonisme, la clé de l'entrée du métro est juste là à côté. Et bien sûr, le protagoniste n'allait pas laisser ça passer, n'est-ce pas, puisque la clé est apparue de nulle part à côté de lui. Ou quelqu'un est sorti en courant aux toilettes et a laissé la clé là. Petite botte de Steve féminin. Et nous entrons dans la station de métro. Le protagoniste remarque que le métro est complètement vide. Il n'y a personne qui travaille dans le métro. Et il dit qu'il semble qu'ils ont fermé toute la station de métro. Le protagoniste pense qu'il n'aurait pas dû entrer et essaie de sortir de la station de métro. Et il reçoit une alerte indiquant qu'il est entré dans un donjon à la sortie de la station 1. Et je ne sais pas comment prononcer ce nom-là.
Soudain, le protagoniste écarquille les yeux, car un panneau du système apparaît devant lui de nulle part. Toujours curieux, le protagoniste se demande ce que cela peut bien être. Et il se souvient des filles, quand elles ont dit qu'il est normal que des soldats soient à l'entrée du donjon pour le protéger. C'est là qu'il réalise qu'il est entré dans un donjon. Et le protagoniste reçoit une autre annonce du système, disant que ce donjon a déjà été complété, donc des monstres errants seront invoqués. Et il se demande, des monstres dans le métro? Qu'est-il arrivé à la Terre ces 5 dernières années, hein? Alors, le protagoniste essaie de revenir en arrière. Cependant, le donjon est déjà bloqué. Il n'y a que 2 façons de sortir du donjon, avec la pierre spéciale de sortie de donjon et avec la pierre de retour, qui se trouve à la fin. Après avoir touché le portail, le protagoniste reçoit un message du système disant qu'il ne possède aucune pierre de retour. Alors, le protagoniste réalise qu'il a fait une grosse erreur et c'est que, s'il veut sortir de là, il devra nettoyer tout le donjon pour trouver la pierre de retour. Alors, puisqu'il n'y a pas d'autre moyen, le protagoniste regarde à l'intérieur du donjon et se dit « Allons-y, non ?» Le protagoniste regarde dans l'obscurité et pense que ce n'est que son imagination, mais il semble que les monstres vont surgir de nulle part. Et des griffes commencent à se diriger vers le protagoniste. Et il réalise rapidement que quelque chose vient dans sa direction. Soudainement, un loup-chien, une créature très féroce, apparaît en poursuivant le protagoniste. Et lui, par pur instinct, esquive. Et ce loup aux grandes oreilles continue de grogner du côté du protagoniste. Le protagoniste essaie d'utiliser la magie de rétention. Cependant, elle échoue. Et le chien aux grandes oreilles, en profitant, fait un saut féroce vers le protagoniste. Le protagoniste semble ne pas avoir appris. Même sans magie, il essaie de conjurer un autre sort et esquive à nouveau. Quand le protagoniste se retrouve face au chien aux grandes oreilles, il décide d'examiner correctement la bête et s'étonne. Maintenant qu'il regarde bien le monstre, il reconnaît le chien aux grandes oreilles comme un drébi. Le drébi, plein de fureur, saute pour la 3e fois sur le protagoniste. Pendant ce temps, le protagoniste se demande pourquoi une créature qui devrait être un Alfie est ici sur Terre. Soudain, le protagoniste regarde sur le côté et, miraculeusement, il y a là un pied de biche. Tout neuf, juste en attendant que le protagoniste esquive l'attaque du drébi. Une fois de plus, le protagoniste attrape son pied de biche. Maintenant, oui, ça devient vraiment faux. Le protagoniste a un pied de biche contre un chien aux grandes oreilles. Le protagoniste ne pense qu'à une chose, tuer ce maudit chien aux grandes oreilles et le AUAU, avide de sang, bondit sur le protagoniste. Mais cette fois, le protagoniste est armé et, avec son pied de biche, il transperce le crâne du Drébi Fatality. Scorpion gagne, impeccable, victime et avec un visage très satisfait, et éclaboussé de sang, le protagoniste dit qu'il ne peut pas matérialiser de magie, mais un drapt n'est rien pour lui. Mais ce n'est pas fini. Des ombres, de nouvelles pattes émergent et le protagoniste se tourne rapidement vers ceux qui arrivent et se prépare au combat. Mais cette fois, ce n'est pas un drapt, mais 4. Mais pour le protagoniste, c'est juste du plaisir, car les drapts ne sont rien en comparaison avec le protagoniste. Le protagoniste sait que, s'il ne s'agit que de drapts, il peut les gérer très facilement. Maintenant, si notre adversaire n'est pas fort à première vue, alors les choses peuvent changer un peu. Après avoir tué le dernier des 4 drapts, le protagoniste a monté de niveau. Et il est très surpris par la nouvelle. Cependant, cela était déjà attendu, puisqu'il est passé du niveau 99 au niveau 1. Et maintenant, on nous montre la fenêtre de statut du protagoniste. Et le protagoniste se rend compte qu'il est revenu au niveau 1. Cependant, sa force, sa dextérité, sa vitalité, son intelligence, tout est resté comme avant. Ses attributs de base n'ont pas été réinitialisés. Et le protagoniste a accumulé 99 points de contribution qu'il n'a pas encore utilisés. Autrement dit, c'est comme ces jeux où vous renaissez et devenez plus fort pour progresser à nouveau. Et certainement, le protagoniste deviendra beaucoup plus puissant qu'il ne l'était auparavant. Et maintenant, en tant que débutant, le protagoniste sait qu'il a une longue ascension devant lui. Et autre chose, le protagoniste se rend compte que sa compétence de nécromancien a été transférée. Donc, il a apporté sa compétence de nécromancien dans ce nouveau monde. C'est une évolution. Il est arrivé au niveau 0, a tué 5 petits chiens et est déjà au niveau 1. Alors, il va en profiter pour monter de niveau, puisque ces choses de la planète Alphen se promènent autour de lui. On prota. Il regardait sa fenêtre de statut, essayant de deviner ce que signifie se transférer au-devant sa classe de nécromancien. Mais je vous ai déjà dit ce que c'est. Il a apporté sa classe de nécromancien de la planète Alpha. Mais il s'est passé quelque chose d'encore plus incroyable. En échange de passer du niveau 99 au niveau 1, des points de statut et de compétences ont été créés. Le prota a reçu un kit de hack complet. Il a reçu des compétences transférées, une boîte de combinaison d'invocation et, pour finir, il a reçu des boutiques de conquête. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, allons voir de quoi il s'agit. Et on nous montre la boîte de combinaison, qui ressemble beaucoup à cette combinaison de Minecraft. Ensuite,
le prota ouvre la boutique de conquête et voit qu'il a 5 points de conquête. Cette boutique n'existait pas pour lui à Alphen et il voit que c'est une boutique en ligne et c'est très cool. Le protagoniste commence à décider quelles sont ses priorités et c'est qu'il doit obtenir des compétences, comme sa plus grande priorité. Le prota sait que s'il veut retrouver la perte de retour, il a besoin de la compétence recherche. Et, pour affronter des monstres, il a besoin de la compétence détecter et invoquer un guerrier squelette. Tout cela est déjà suffisant. Chaque compétence coûte 10 points et il n'a que 5 points de conquête, donc chaque créature qu'il tue donne un point de conquête. La solution, donc, est de passer le Cialo sur quiconque se trouve devant lui et de rassembler des points pour acheter ses premières compétences. Mais avant cela, le prota décide de distribuer les points qu'il a, plus qu'il a 99 points. Allons-y, le prota décide de distribuer ses points dans les statistiques de survie de base, car il n'a pas encore de classe. Ainsi, tous les 99 points ont été distribués et il ne lui reste plus que 0 points. Et au même moment, il ressent un changement drastique dans son corps, et le prota est impressionné par la force qu'il a maintenant et donne plusieurs coups dans l'air. Alors, ce pied de biche va être très utile. Le prota est impatient de détruire les créatures avec son pied de biche. Le protagoniste a pour objectif, bien sûr, de tuer les monstres pour obtenir des points de conquête. Et sa première compétence à choisir est la compétence de recherche, car avec elle, il peut trouver la pierre de retour. Commençons donc à tuer des drébis pour pouvoir acheter la compétence. Avec ses petites bottes stylées, modèle féminin, le prota s'avance vers les drébis. Mais les drébis sont aussi très impatients et avancent vers le prota. Et bien sûr, le prota va remercier l'ami drébi de venir volontairement à la mort. En terminant son dernier drébi, le prota se sent un peu fatigué. Passons maintenant au niveau 3. Le prota pense que ces créatures ne vont pas arrêter d'apparaître. Cependant, il est tranquille, les tuant tous. Juste un peu fatigué. Il y en a déjà plus de 20. Drébi, alors. Il achète les compétences, recherche et détection et commence à les utiliser immédiatement. Pour essayer de trouver la pierre de retour. Le prota est déçu, car il n'y a aucune pierre de retour à proximité. Le prota sait que le seul endroit restant est l'étage inférieur du métro. En regardant en bas des escaliers, il voit plusieurs petits chiens aux oreilles pointues, et il sait qu'il doit descendre là-bas. S'il veut trouver la pierre de retour, alors, le prota sait qu'il ne peut pas les affronter seul de front, car ils sont nombreux. Alors, avec un air déterminé, notre nécromancien décide de montrer quel est son véritable style, et il achète le livre de compétences. Invoquer soldat squelette. Prota peut commander jusqu'à 9 soldats. Pour invoquer un soldat squelette, il a besoin d'un corps. Alors, chaque corps de Draviti peut devenir un soldat squelette. Et maintenant, le dessinateur a oublié qu'il avait ni 10 points de mana et 9 de contrôle. Et il décide de mettre 5 dans chacun. Après avoir fait cela, le prota regarde les corps des dreptes morts et utilise la phrase célèbre de tout invocateur, « Levez-vous ». Rien de tel qu'un nécromancien sans nécromancien. Alors, le prota commence à sourire, car il sait que maintenant il ne sera pas seul, il sera avec 5 autres. Alors, allons pour la première chasse après longtemps. Le prota ordonne aux squelettes d'avancer, et il les suit, utilisant ses squelettes comme boucliers. Et le drébi tombe directement dans le piège du prota et saute sur le premier squelette pour le détruire. Cependant, les squelettes sont de niveau 1, et ils ont du mal à affronter les drabis. Le prota observe comment les drabis ont de la facilité à détruire ces squelettes. Cependant, il a seulement besoin que ces squelettes servent de bouclier pour lui, car le reste, il va le faire. Le protagoniste a déjà affronté plusieurs fois ces drabis et sait que leur première attaque est la plus létale. Alors, après la première attaque des drabis, le prota utilise l'ouverture pour, avec facilité, en tuer 2 d'un coup. Et ainsi, il utilise ses 2 corps pour invoquer 2 nouveaux squelettes. Ainsi, il a 6 squelettes, dont un est manchot. Ah, là, le manchot est là derrière. Comme les petits chiens ne réfléchissent pas, ils se jettent sur les squelettes. Après cela, le prota utilise cette tactique déjà connue. Il utilise ses squelettes pour bloquer la première attaque des drébis puis en les tuant tous. Et ensuite, il invoque à nouveau plus de squelettes. Il ne peut pas perdre, car c'est vraiment abusé. Il a déjà 9 squelettes. Maintenant qu'il a tué tous les drébis, il utilise sa compétence pour chercher la poire de retour et la localise tout près de lui. La scène change, vers la sortie de ce donjon, et nous voyons un type revenir des toilettes. C'est le garde qui a oublié la clé pour que le prota la prenne. Rien de tel qu'une petite pause de 30 minutes. Le figurant qui a pris son temps remarque que le cadenas de la porte du donjon est ouvert. Et il devient désespéré, se demandant ce qui s'est passé. Il en conclut qu'un civil est entré dans le donjon. Et il sait que ça va mal tourner pour lui, car il a manqué à son devoir. Il s'est éloigné de la porte du donjon. Le figurant commence à appeler ses supérieurs pour demander de l'aide. Quand, tout à coup, le portail de retour du donjon commence à s'ouvrir, et le figurant est effrayé par le protagoniste, sortant du portail.
Ne sachant pas ce qui se passe, le protagoniste commence à se diriger vers le figurant. Et le figurant lui demande s'il est un éveillé. Le protagoniste dit qu'il ne sait pas ce qu'est un éveillé. Il dit son nom au figurant, ouvre le portail et s'en va. La scène change pour une ruelle à la sortie d'un autre donjon. Et nous voyons une personne avec un sac plein de pierres de sang. Et il dit que le butin d'aujourd'hui a été très bon, car il est entré clandestinement dans un donjon. Cet aventurier sait qu'il devrait s'enregistrer. Pour ensuite entrer dans un donjon, car les guildes, propriétaires des donjons, imposent des taxes très élevées. Ainsi, il se croit très malin, car il entre dans le donjon qu'il veut, sans s'enregistrer, et ensuite il vend les pierres de sang sur le marché noir. Et ses poires de sang. Les pierres de sang valent 4 fois plus sur le marché noir, et cet aventurier, dont le nom n'a pas été mentionné, dit que seul un idiot vend les pierres sur le marché normal. Soudain, il entend une voix l'appeler rat de merde. La personne demande combien il a volé en faisant cette chose. C'est une femme qui lui parle, mais elle est un peu dans l'ombre et il ne peut pas la voir. Il demande qui elle était, une belle femme apparaît, demandant « Tu veux savoir qui ?» C'est une très belle rousse, qui dit qu'elle est la faucheuse, venue l'emmener à la mort. Waouh, quel dessin bien fait, hein? Oh, Johnny, quitte les yeux, Johnny. Cette femme est la capitaine de l'équipe, Oiseau écarlate, Lee. Yoni. Je vais l'appeler Yvonne pour que ce soit plus facile. J'espère que je me souviendrai de ce nom, Yvonne. Yvonne, belle et délicieuse, demande à l'aventurier comment il ose voler des pierres de sa guilde. Et elle lui demande s'il est sûr de ne pas vouloir mourir. Cet aventurier reconnaît Yvonne et dit qu'il sait qu'elle est de la guilde Varan. Intéressant, dans l'œuvre précédente il y avait aussi Varan, maintenant, c'est une guilde Varan. Le petit voleur connaît Yvonne et sait qu'elle est une mégère qui adore tuer. Et Yvonne dit au voleur que plus qu'il la connaît, il vaut mieux venir sans résister. Et vient tranquillement, en silence. Mais, un voleur reste un voleur. Il aime toujours courir, n'est-ce pas? Alors, il prépare une magie, à lancer sur Yvonne. Et après avoir lancé sa magie dans sa direction, il dit qu'il n'est pas idiot d'y aller sans se battre, et lance plusieurs pieux de glace dans sa direction. Yvonne ne perd même pas sa beauté et parvient à esquiver avec beaucoup de facilité. Le gars, qui est très courageux, est déjà au coin de la rue en train de courir. Sauf que Yvonne est un monstre de femme, et a une hyper vitesse. Et elle dit au petit voleur, puisque tu veux mourir, alors meurs. Et elle passe le coup de grâce sur le gars, le découpant entièrement. Et Yvonne dit au mourant, tu aurais dû venir quand je t'ai dit de venir tranquillement. Alors, allons récupérer le vol. Le téléphone de la belle Yvonne sonne, et le froussard veut savoir si la guilde a autorisé quelqu'un à entrer là sans s'enregistrer. Et le froussard demande une confirmation personnelle, pendant que notre porteur est à l'arrêt de bus en train de se demander quel sera le numéro du bus qu'il doit prendre pour rentrer chez lui. Yvonne pense aussi à lui, se demandant qui serait le rat qui a eu le courage d'envahir le donjon de sa guilde. La scène change, et nous voyons Portin arriver en bus là où serait sa maison. Toujours avec ses petites bottes chic de femme, il marche, flou vers sa maison. Sur ce chemin, il pense que ce soit un donjon ou un monstre. Ce n'est pas le monde qu'il connaissait il y a 5 ans. Qu'est-ce qui diable est arrivé au monde ces 5 dernières années pendant que je n'étais pas là? Et ainsi, Portin marche vers sa maison et espère que rien de mal ne soit arrivé à sa famille. Lorsqu'il arrive devant sa maison, il est très surpris, car il sait qu'il ne s'est pas trompé d'endroit. Mais où est sa maison? Il reste là, désespéré, devant un immense immeuble. En 5 ans, beaucoup de choses se sont passées. Et il est surpris, car ils ont construit un très grand immeuble en 5 ans à l'endroit où se trouvait sa maison. Et il se demande si sa famille est ailleurs, ou si elle habite là. Sur cette façade est écrit le nom d'une entreprise, donc, c'est sûrement un immeuble de bureau. L'après-midi tombait déjà, et il était trop fatigué pour réussir à trouver sa famille ce jour-là. Soudain, son estomac gargouille et il se rend compte qu'il a marché toute la journée sans rien manger. Alors, il est allé dans un fast-food, le fameux Nice2Go, et mange ce fameux nouilles instantanées. Ça donne envie de manger des nouilles instantanées chaudes maintenant, hein? Et il dévore ses nouilles avec plaisir, car cela faisait 20 ans qu'il n'en avait pas mangé, ou quelque chose, qui lui rappelait sa terre. Et après avoir mangé les nouilles instantanées, et bu un Coca-Cola, il est certain d'être revenu sur terre. Le prota se rend compte qu'il est presque à court d'argent et dit qu'il ne veut pas aller dans un sauna, et qu'il n'a pas assez d'argent pour un cybercafé. Alors il regarde la monnaie, de la nourriture, et voit qu'il va devoir camper dans le métro. Sauf que soudain, il se souvient que même dans le métro, il ne pourra pas camper, car toutes les stations de métro sont devenues des donjons. Soudain, la force du protagonisme agit à nouveau. Pendant ce temps, le prota se lamente, disant qu'il n'a même pas d'argent pour acheter un dîner et qu'il n'a que de quoi acheter des nouilles. En pot? La scène change pour Genino. Il pense au prota, qui lui demande de l'argent, et il trouve qu'il y avait quelque chose de louche avec ce type. Et ainsi, Genino entre dans une sandwicherie qui, par coïncidence du destin, ou par la force du protagonisme, est la même où se trouve le prota.
Génino, en réalisant que ce fou est là, est choqué, et le prota se rend compte que c'est son jour de chance, car sa banque ambulante vient d'arriver. Génino, tout tremblant, se dit qu'il a dû faire quelque chose de mal, pour rencontrer ce type 2 fois dans la même journée. Alors, Génino tourne le dos pour partir. Le prota se lève rapidement, bloque le chemin par derrière, et dit que Génino est arrivé au moment parfait, car il était sur le point de l'appeler, sachant que son ami Génino ne le laisserait jamais tomber. Et Génino, qui n'est pas du tout intime avec lui, demande ce qu'il veut de lui. Le prota demande « Tes parents sont à la maison ?» et Génino demande pourquoi il veut savoir cela. Le prota dit qu'il doit informer ses parents qu'il a été battu par 4 personnes. Puis, soudainement, Génino dit que ses parents sont morts. Le prota, en voyant cela, dit « Oh, quelle bonne !» Il ne termine même pas de dire quelle bonne chose, et regarde sur le côté en se tenant la tête avec un air de pitié, et dit « Quel dommage !» Le prota, regardant Génino, lui demande s'il vit seul. Le prota ne veut même pas connaître la réponse, et dit « Allons-y !» Et Génino, sans comprendre, demande où. Le prota, très audacieux et intrusif, dit que c'est chez lui, bien sûr. Le prota dit qu'il ne va pas rester gratuitement chez lui et donne les 3 dernières pièces à Génino. Génino regarde cela incrédule, n'y croyant pas, et dit au prota « Attends, ce n'est pas l'argent que tu as pris. » Génino n'avait même pas fini de dire, pris qu'un point passe à grande vitesse à côté de lui et il reste choqué, immobile, figé. Bien sûr, c'était le prota, et il dit qu'il a vu une mouche, et montre la mouche qu'il a attrapée à côté de la tête de Génino. Génino, sous la pression du prota, ne voit pas d'autre issue et emmène le prota chez lui. La scène change pour le lendemain, à l'école où le prota étudiait, et nous voyons la scène du prota en train de discuter avec son ancien professeur. Le professeur, en regardant le prota, est très surpris de le voir vivant, car tout le monde pensait qu'il était mort. Le prota, avec un sourire aux lèvres, dit « Ça fait longtemps, professeur ». Le professeur va droit au but, et demande où et comment il a survécu tout ce temps, et il dit encore au prota que lorsqu'il a disparu, tout le monde pensait qu'il était mort, et le prota dit que techniquement, il est mort et revenu à la vie. Le prota dit au professeur qu'il doit régler quelques affaires. Il demande donc s'il peut jeter un œil au dossier des élèves. La scène change pour la salle 3 du 2e étage ou pour la salle 2 du 3e étage, où nous voyons Génino, le souffre-douleur, en train de discuter avec une jolie fille. Et Tupetino, qui apparemment étudie dans la même classe que lui, est juste derrière en train de regarder avec un air fâché. Celui qui frappe, oublie, et celui qui reçoit, n'oublie pas. Tupetino n'a pas encore oublié la raclée qu'il a prise. De la pichenette suprême. Tupetino arrive avec toute son impolitesse et demande à la jolie fille, qui était en train de discuter avec Génino, de partir, car il a besoin de lui parler, en donnant une accolade affectueuse à Génino. Tupetino traite Génino de petit merdeux, et dit qu'il a eu beaucoup de chance hier, car ce fou aléatoire est sorti de nulle part, et lui a sauvé la mise. Il dit qu'ils vont terminer cette conversation d'hier et Génino, comme tout punching ball stupide, veut se faire frapper en silence, sans rien dire à personne, et lui dit de ne pas faire de scandale dans la salle, qu'il va retrouver Tupetino. À ce moment-là, Tupetino devient très en colère, et dit « Comment ça, ne pas faire de scandale ?» Tout le monde dans la salle commence à entendre Tupetino crier sur Génino. Génino, qui a déjà perdu tout courage de se battre, est attrapé par les cheveux par Tupetino, qui dit qu'il n'a pas encore compris la situation dans laquelle il se trouvait que cette fois. Il va lui casser quelques côtes, quand soudain quelqu'un arrive à la porte et leur ordonne d'arrêter immédiatement. Le prota dit qu'il est arrivé au bon moment. Tupetino est très en colère et plein de courage. On peut remarquer qu'il ne sait même pas quel camion l'a percuté. Le prota ordonne à tous les brutes de pacotille de le suivre. La brute est revenue parce qu'il a juste reçu une pichenette et ne sait même pas ce qui s'est passé après cela. Maintenant, si le prota avait détruit à la fois lui et sa volonté de se battre, alors il ne reviendrait jamais, mais c'est ce que le prota va enseigner dans cette œuvre et vous verrez qu'il va anéantir de nombreuses volontés de se battre. La scène change pour la terrasse de l'école et il y a plusieurs figurants qui regardent simplement. Bien qu'il y ait 2 figurants là-bas qui ne peuvent pas regarder parce qu'ils n'ont pas Dieu. Ils se demandent pourquoi un gars tout seul a décidé de se battre avec le gang de Tupetino et Génino. Se demandent ce que cette personne fait ici à l'école. Pendant ce temps, nous voyons la scène hilarante du prota esquivant les coups de poing de Tupetino. Tupetino, qui n'a pas encore réalisé la situation, continue de dire au prota d'arrêter d'esquiver ses coups. Le prota pense que ce soit Alfem ou sur Terre, des personnes comme Tupetino existeront toujours partout, des personnes qui deviennent arrogantes à cause de leur influence ou de leur pouvoir. Et Tupetino est là, donnant tout ce qu'il a pour essayer de toucher le prota, et il ne transpire même pas. Le prota sait que Tupetino agit comme s'il était, tout cela dans une bagarre, sans connaître sa propre place, et cela lui rappelle un gars nommé Kars. Kars, de l'union d'Alfem, était ce type masqué, blond, et avec des ongles qu'il ne coupe jamais. Quels ongles affreux, hein?
Regarde ses ongles. Regarde les ongles. Je vais faire un gros plan sur cet ongle. Vous savez pourquoi il ne montre pas l'autre main, n'est-ce pas? Parce qu'il s'est cassé un ongle. Alors il a dû couper les autres ongles de cette main. C'est pourquoi il ne montre pas l'autre main. Kars était le nécromancien du massacre. Il était un faucheur d'ânes immorales. Sauf que Kars a fait une erreur. Il convoitait le territoire du Prota et il a tout fait pour rassembler l'Union contre le Prota. Revenant du déjà vu, ou déjà 6, nous voyons Tupetino tout en sueur. Et il n'a pas réussi à donner un seul coup de poing au Prota. Et le Prota est comme Gênes car Prota soit. Il n'est pas lâche, et ne pardonne pas ses ennemis. Je ne vous présenterai jamais une œuvre où le Prota est lâche. Tupetino crie à sa bande, et vous, combien de temps allez-vous rester là, sans bouger? Venez et attaquez ce salaud. Et le Prota dit qu'il n'y a qu'une façon de gérer des gens comme ça. Pendant ce temps, les 4 avancent vers le Prota. Et le Prota, comment est-il? Un petit sourire sur le visage, une sandale, qui gêne beaucoup pour se battre aux pieds. Et abonné, un conseil pour toi, si un jour tu te retrouves dans une bagarre, n'y va pas avec une sandale comme ça, d'accord? Reste pieds nus, sinon tu vas perdre. Et ainsi, le Prota, qui est presque son DSU, explique que vous devez rendre ce que les gens ont fait contre vous. 10 fois pire et avec une force écrasante. Rien de moins que ça. Alors, c'est l'heure des gifles, et le Prota commence à distribuer des gifles. Tupetino est le premier. Le Prota ne leur donne pas de coup de poing simplement parce qu'il est très fort. S'il leur donnait un coup de poing à chacun, ils mourraient. Donc, c'est vraiment des gifles d'humiliation. Et nous voyons que le fanfaron de Tupetino reste là, tout tremblant. Le Prota lui dit de venir, de ne pas rester là, sans bouger. Il ne voulait pas qu'il réagisse. Alors maintenant, il réagit. Tupetino est très en colère, et prépare un grand coup de poing, alors ce n'était que des coups à partir de là. Tous sont à terre et gémissent. Et le Prota les traite de déchets. Le Prota dit qu'ils ne valent rien, qu'ils savent juste faire beaucoup de bruit pendant qu'ils se font battre et leur dit de gémir doucement. Soudain, le sens alien du Prota commence à vibrer, ou c'est juste le scénario. Un taxi s'arrête devant l'école. Il est très surpris de voir qui sort du taxi et on nous montre une dame d'âge moyen qui se dirige en toute hâte vers l'école et le Prota la reconnaît immédiatement et l'appelle maman. C'est la scène la plus émouvante que vous puissiez voir quelque part. Une mère qui pensait que son fils était mort et le retrouve vivant, après de nombreuses années. La mère du Prota fond en larmes et lui aussi, est très ému, mais il ne verse aucune larme. Je pense qu'il aura besoin d'un psychologue. Selon les mots de sa mère, peu après sa disparition, il y a 5 ans, les éclosions des donjons ont eu lieu partout dans le monde où toutes les stations de métro sont devenues des donjons, en même temps. Et elle l'informe que son père est décédé après avoir été pris au milieu de l'éclosion d'un donjon. Son père revenait du travail et a été tué par un monstre. Ainsi, sa mère a dû vivre seule tout en s'occupant de Soa. Soa est la petite sœur du protagoniste et sa mère continue l'explication, disant que leur famille n'avait pas beaucoup d'argent et qu'après que sa sœur cadette soit tombée malade, les finances qu'ils avaient en réserve se sont rapidement épuisées. Elle a donc dû vendre la maison et louer ce petit appartement pour pouvoir financer le traitement de sa sœur. Mais grâce à Dieu, maintenant sa sœur va très bien, elle est guérie. Après le jour de l'émergence des donjons, chaque jour était seulement douleur et souffrance. Après cela, la mère du protagoniste dit qu'elle va à la crèche, chercher sa sœur cadette, et lui dit de ne pas aller nulle part. Si c'était mon fils, je l'emmènerais avec moi à la crèche. Je ne veux même pas savoir. 5 ans sans le voir, je l'emmenais avec moi. Et le protagoniste reste là, à observer, où sa mère habite et on nous montre le petit appartement où sa mère vit, avec sa petite sœur. C'est juste ça? Et la salle de bain? Le protagoniste pense qu'il peut ressentir, juste en regardant, la difficulté que sa mère traverse, en étant responsable d'une famille seule. Cette chambre était vraiment très petite, pour que toute la famille y dorme. Et le protagoniste regarde des boîtes fermées sur le mur, et il y avait beaucoup de boîtes, elles prenaient tout un mur. Quand il les ouvre pour voir ce que c'est, il y avait beaucoup de ses affaires et de celles de son père. Ces choses, sa mère n'arrivait pas à les jeter et le protagoniste sait très bien pourquoi sa mère ne les jette pas. Ce serait comme jeter toutes les souvenirs de son fils et de son mari, et le protagoniste a le cœur brisé. Finalement, sa mère arrive avec sa petite sœur, et la mère dit à la petite Sua de dire bonjour à son grand frère. Et sa sœur, très timidement, dit bonjour à son frère. Oui, bien sûr, fait une tête de frère idiot et heureux. Le protagoniste, en posant la main sur sa tête, dit « Sua, tu as tellement grandi, tu te souviens de moi ». Le protagoniste dit qu'il a changé la couche de sa sœur de nombreuses fois quand elle était toute petite. La petite sœur, avec un air fâché, dit qu'elle ne fait plus pipi. La mère laisse la petite Sua jouer avec son frère. Pendant ce temps, elle va préparer un plat très délicieux pour eux deux. Et la petite demande si maman ne va pas au restaurant aujourd'hui. Et la mère dit que non. Aujourd'hui, c'est son jour de congé. Le protagoniste n'a jamais ressenti autant de joie. La nuit tombe, et tout le monde se prépare à dormir.
lumière éteinte, mère et fille dorment. Cependant, le protagoniste n'arrive pas à fermer l'œil. Il n'arrive pas à dormir. Il continue de penser à ce qui s'est passé il y a 20 ans, quand il a été invoqué à Alfie sans raison apparente. Alfie était un monde semblable à un jeu vidéo, et le protagoniste a dû se battre plus courageusement que quiconque, et il se battait, de toutes les manières possibles, pour atteindre sa victoire, et pour survivre, contre des monstres cruels et tous les êtres d'Alfie. Après de nombreux combats, le protagoniste a réussi à devenir un nécromancien de niveau maximum et avait un territoire rien qu'à lui, où il contrôlait tout, la vie et la mort. Mais quelque chose s'est passé. Il ne pouvait pas voir la fin de son voyage. Soudain, l'administrateur dimensionnel convoque le protagoniste et lui demande s'il veut retourner sur sa planète et lui, sans aucun attachement, dit oui, et est instantanément renvoyé sur Terre. Et le protagoniste est resté en vie uniquement avec l'espoir de retourner sur Terre et de revoir sa famille. Il souhaitait seulement avoir un bonheur normal, comme celui qu'il avait ici sur Terre. Cependant, la Terre à laquelle il est revenu avait beaucoup changé et son père, à cause de ce changement, a fini par mourir, et sa famille était ruinée et démunie. Alors, le protagoniste se fixe son premier objectif. Il doit gagner beaucoup d'argent, et pense que cela va être facile, car il a survécu sur Alfie, une planète, où si vous n'êtes pas fort, vous ne survivez pas un seul jour. Alors, pour sa famille, il promet de changer les choses. Le lendemain, le protagoniste est assis, avec ses chaussures stylées ou ses sandales, regardant le téléphone portable que sa mère lui a donné et commence à rechercher des informations sur les éveillés, car il se souvient du type du métro qui lui a demandé s'il était un éveillé. Le protagoniste se souvient de la conversation qu'il a eue avec le type. Le type a dit qu'il était mort de peur, pensant qu'une personne normale était entrée dans le donjon. Le type demande pourquoi il est entré dans une mine fermée. Cette mine ne laisse même pas tomber de pierres de sang, elle ne laisse rien tomber. Ensuite, nous voyons que le type a fait remplir au protagoniste un registre d'entrée, et le protagoniste devient pensif, réfléchissant à comment gagner de l'argent. Le protagoniste découvre qu'il est un éveillé, alors, il va se concentrer là-dessus pour gagner de l'argent. Par pur scénario, le protagoniste envoie un message à sa mère, car aucune mère ne laisserait son fils partir après ça. Le protagoniste envoie un message à sa mère disant qu'il y a un gars qui vit seul ici près, et qu'il va vivre avec lui pendant qu'il se prépare pour l'examen d'éveillé. Dans son esprit, le protagoniste a l'intention de ne pas être un fardeau pour sa mère et promet ainsi de gagner de l'argent, pour lui apporter un peu de paix. Le protagoniste, regardant le numéro de téléphone, commence à dire qu'il est désolé de déranger cette personne, mais qu'il a l'intention de le payer après cela. Et la personne qui répondit « La chute funéraire va avec Dieu. Voulez-vous acheter un cercueil ou un service complet ?» Le protagoniste ne comprend pas. « Pompe funèbre va avec Dieu? Comment ça? Papier, regarde le téléphone, regarde le papier, regarde le téléphone, et c'est pareil. » Et la personne est là, « Allô, allô. Pompe funèbre va avec Dieu. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux dire ?» Le protagoniste dit innocemment « Je veux parler à Génino. » Et le gars, déjà sans patience, dit « Génino. Il n'y a pas de Génino ici, d'accord? Si tu n'achètes pas notre service, raccroche le téléphone. » Bien sûr, que Génino ne lui a pas donné le bon numéro. Il va donner le bon numéro à un prota qu'il ne connaît même pas. Ce prota ne va pas dire son nom, car je suis fatigué de dire prota. Le prota commence à traiter Génino de salaud, car il lui a donné le mauvais numéro. La nuit tombe, et nous voyons un très bel appartement. C'est la maison de Génino, et il arrive à son appartement. Génino pense qu'il n'a pas pu remercier le prota de l'avoir sauvé 2 fois et qu'après cela, Tupetina et sa bande ne se sont plus jamais approchés de lui. Génino pense que le prota ressemblait à un psychopathe, mais il est sûr que ce n'est pas un mauvais gars. Et Génino parie qu'il a dû réussir à parler avec sa mère. Serrure électronique? Génino entre son numéro, et entre. Génino entre tout détendu, quand, soudainement, le prota est à l'intérieur de sa maison et le prota dit « Salut, Génino, comment ça va ?» Génino est très surpris, et ne comprend pas ce qui se passe, et demande avec beaucoup de colère « Comment es-tu entré chez moi ?» Il a dit « Avec le code, bien sûr. Je t'ai vu entrer le code. » Et Génino dit que c'est une intrusion. Le prota dit que ce n'est pas une intrusion, car il a essayé de l'appeler avant, mais il est tombé sur le mauvais numéro qu'il a donné. Génino commence à trembler, essayant de dire quelque chose et le prota l'interrompt, et dit qu'il veut lui poser une question. Prenant une autre chips rufle, le prota dit qu'il est un éveillé et Génino est très surpris, et crie « Tu es un éveillé. » Et juste après, Génino commence à penser que ce n'est pas une surprise, puisque le prota était très fort. Et Génino se demande pourquoi il n'y a pas pensé plus tôt. Le prota continue de manger toute la nourriture de Génino, et dit « Les éveillés gagnent beaucoup d'argent, n'est-ce pas ?» Génino répond que oui, mais cela dépend beaucoup des donjons. Alors, le prota demande à Génino d'expliquer ce qu'il sait sur les donjons et sur les éveillés. Et Génino dit qu'il doit s'enregistrer, comme éveillé, à l'association. Et après l'enregistrement, il doit rejoindre une guilde et ce n'est qu'après qu'il peut aller chercher les donjons. Génino informe
qu'il y a aussi l'option d'être employé par l'association, ou par le département d'administration. Et le prota a dit qu'il ne gagnerait pas plus d'argent s'il allait dans les donjons pour les nettoyer seul. Et Genino dit que c'est vrai, mais que c'est très dangereux. Alors, la meilleure option est de rejoindre une guilde, pour ensuite entrer dans le donjon. Le prota demande s'il faut passer un test pour entrer dans une guilde, et avant que Genino ne réponde, il dit qu'il n'a pas le temps pour ça. Il a besoin de gagner de l'argent rapidement, car sa famille a besoin d'argent et il dit « Mec, si tu ne veux pas rejoindre une guilde, au moins tu dois te joindre à une équipe avant d'entrer dans un donjon. » Et Genino explique que les donjons sont très dangereux, beaucoup de gens y perdent leur vie. Genino demande au prota de télécharger une application sur son téléphone, et le prota demande « Qu'est-ce qu'une application ?» Genino ne veut même pas expliquer. Il prend son téléphone et télécharge l'application pour lui. « Laisse-moi faire pour toi. » Genino est très surpris, et dit que son téléphone est très ancien et très lent. Genino dit qu'il parie que ce téléphone appartient à sa mère ou à sa sœur, car ce téléphone est très vieux. Il semble qu'il ait été utilisé par une personne, et qu'après être devenu si vieux, il ait été mis de côté. Le prota dit que non, que ce téléphone est le dernier modèle sorti, et qu'il l'a acheté, et qu'il était très cher, d'ailleurs, et que c'est sa mère qui lui a donné l'argent. Genino dit « Lancement ?» Bien sûr que non. Ce téléphone a été lancé il y a plus de 4 ans. Et Genino demande « Par hasard, as-tu acheté ce téléphone comme s'il était neuf ?» Et le prota reste sans réponse. Il fait juste une tête de grande colère, et se souvient du vendeur maudit, souriant, qui a vendu ce téléphone comme s'il s'agissait du dernier modèle. Le prota ne pense qu'à une chose, en finir avec ce vendeur maudit. Après avoir été très agacé, Genino parvient à installer l'application sur le téléphone du prota, et en ouvrant l'application, il montre le forum des donjons, et informe qu'avec cette application, il peut voir des informations sur les donjons, les planifier et aussi voir leurs emplacements. Et le prota dit que maintenant il va pouvoir trouver un donjon et le nettoyer tout seul. Et Genino informe pour la 2e ou 3e fois, en disant qu'il doit d'abord se classer comme éveillé, et rappelle encore une fois que les donjons sont des endroits très dangereux. S'il y entre sans aucune préparation, il peut mourir. Le prota interrompt la séquence d'explications de Genino et demande « Qu'est-ce que c'est ?» Y a-t-il un droit d'entrée pour le donjon? Genino répond que oui, que le droit d'entrée minimum pour un donjon est de 36 reais et varie de 36 à 460 reais. Le prota regarde quel donjon est le moins cher et demande à Genino « Genino, tu peux me prêter de l'argent ?» Si Genino répond que je réfléchis, qui a un fils barbu est un chat, il mourrait certainement. Le lendemain, au département de contrôle des éveillés. Bien sûr que je sais lire le coréen. Sur la façade, il est écrit « Département de contrôle des éveillés ». Faites confiance. Le prota se présente et se rend dans la salle d'examen des éveillés. Beaucoup de personnes observent le prota et il commence à dégager une aura noire très sinistre. Et tout le monde est stupéfait de voir cette aura noire, ne sachant pas ce qui se passe maintenant. Même le gars sans Yunaba regarde, il est étonné, je ne sais pas pourquoi. Et le prota, avec un air de protagoniste, commence à faire son invocation. Et nous voyons un lapin très beau et mignon mort au sol et le prota dit « Lève-toi ». Et, soudain, le nécromancien invoque son squelette combattant et le squelette sinistre commence à apparaître à l'endroit où se trouvait le corps du lapin mort. Tous les spectateurs restent bouche bée. Je parie que vous vous demandez pourquoi c'est un crâne de lapin. Alors voici l'explication du père ici. Il utilise les corps comme sacrifice pour invoquer du monde souterrain ces crânes. Tout corps qu'il invoque, même celui d'un éléphant, donnera un crâne, car il ne sert qu'au rituel de sacrifice. Et il en sort un crâne, de niveau 1, avec un statut de niveau 1. Le protagoniste est tout heureux et se sent fier, car son invocation a été parfaite. Il a invoqué son crâne combattant, et le crâne guerrier arrive déjà avec un os en forme d'épée à la main. Elle doit être très aiguisée. Le crâne du protagoniste de niveau 1 est très imposant, avec ses yeux brillants, et le spécialiste dit, comme vous pouvez le voir, c'est juste un nécromancien. Et un figurant est très surpris, car c'est la première fois qu'il voit un nécromancien de près. L'examinateur dit alors, maintenant, je veux voir votre pouvoir. Détruisez ce gobelin. Et le protagoniste est très surpris de voir un hologramme de gobelin, il reste à regarder, se demandant comment il va faire pour que son crâne attaque un hologramme. Alors il s'avance et dit, d'accord, soldat squelette, montre ta force, et attaque 7. Hologramme. Le squelette, avec toute la fureur dans les yeux, fait un sprint très rapide vers cet hologramme, et passe directement à travers, puisque le squelette n'a rien vu. L'examinateur, voyant cette scène, lui dit, vous êtes un rang F, un maudit rang F. Le protagoniste ne comprend pas et reçoit sa carte de rang F. Le protagoniste, ne sachant rien sur la classification des rangs, demande si le rang F est un rang très élevé. Et il explique, oh, il y a 2 façons d'expliquer, laquelle veux-tu? La plus facile ou la plus difficile? Le prota dit la plus difficile.
Tu n'as pas ton équipe de cœur qui est dans le Brasileirão? Le prota dit, j'en ai une. Qu'est-ce là? Alors, tu prends le classement, tu le retournes à l'envers, et ton équipe est en première position. Et le prota dit, hein? Clé. Il dit, le rang F est le rang le plus bas qui existe, donc. Tu es au rang le plus bas. Le squelette que tu as invoqué, il est de rang très bas, donc. Tu mérites le rang F. Et l'examinateur lui dit de ne pas être trop triste, car sa compétence est spéciale, donc il fera une grande différence. Dans une équipe. Et le prota pense que le rang n'a pas d'importance, car il veut juste entrer dans un donjon. Et maintenant, on nous montre enfin le nom du prota. Kang, un Jin, que nous appellerons Jin. Non, nous ne l'appellerons pas de Jin. Nous l'appellerons Kang. La scène change pour la sortie 7 de la station de métro, et le protagoniste regarde un donjon de 2 étoiles. Et nous voyons le protagoniste dire que ce donjon doit être très bon, car il y était entré par erreur, était de niveau 1, et il a réussi à le faire avec tranquillité. Soudain, un éveillé apparaît près du protagoniste, lui demandant s'il est seul et lui proposant de rejoindre son groupe. Il dit qu'ils sont 7 dans son groupe et qu'il y a une place libre. Et si le protagoniste le souhaite, cette place peut être la sienne. Le protagoniste dit que ça va, et qu'il va entrer seul. Le chef du groupe demande au protagoniste pourquoi il gaspillerait l'argent des frais d'entrée de cette façon, car il y a une limite de temps pour rester dans le donjon et il y a aussi une limite au nombre de pierres de sang que l'on peut extraire seul. Le leader de ce groupe demande à Kang s'il est un nouveau mineur et quel est le classement du protagoniste. Kang répond qu'il est de rang F. Le leader du groupe se présente sous le nom de Dosso, et nous l'appellerons Dosso. Dosso dit au protagoniste qu'il semble être venu ici, mal informé et sans rien planifié. Et il suggère au protagoniste qu'il devrait rejoindre le groupe et utiliser cela comme un apprentissage. Et il dit au protagoniste qu'il va garantir sa sécurité. Après cela, nous voyons un premier groupe entrer dans le donjon. Alors, le groupe du protagoniste reste à l'extérieur, en attente. Et oui, le protagoniste a décidé d'entrer avec le groupe. Car le coût d'entrée d'une mine à 2 étoiles seule est de 27 000 reais. Ainsi, et comme le protagoniste n'a pas tout l'argent, il va entrer avec le groupe. Et nous voyons l'explication qui a convaincu le protagoniste. Dos explique que lorsque 8 personnes entrent dans un donjon, le montant est divisé par 8. Et s'il entre seul, il devra payer le montant total. Alors, comme le protagoniste connaît peu de choses sur un donjon, il décide d'entrer en groupé, d'apprendre le plus possible. Une personne en sweat à capuche, très armée, porte un sweat pour entrer dans un donjon, commence à discuter avec le protagoniste et dit que c'est très stressant d'entrer dans un donjon. Et Kang, qui est très sérieux, dit qu'un homme ne doit pas montrer de nervosité, même s'il est très nerveux. Et le gars en sweat à capuche commence à sourire et dit qu'il est très confiant. Son nom est montré, Kang Singa, rang F, utilisateur de la compétence de création de boules de feu. Est-ce qu'il le sait? Petite musique? Parce que s'il ne le sait pas, je vais l'y apprendre plus tard, et nous l'appellerons Singa. Et nous avons vu que Singa a également été invité à rejoindre le groupe. Singa explique au protagoniste qu'il s'est éveillé il y a 2 mois. Après cela, il a quitté l'école et a commencé à travailler officiellement en tant qu'éveillé. Quelques instants plus tard, tout le monde est très surpris, car le groupe qui était entré précédemment est sorti complètement amoché et l'un d'eux était aidé par les autres. Et Singa conclut rapidement qu'il y a eu un accident dans ce donjon. Les membres du groupe, avec beaucoup de colère sur le visage, criaient sur le portier du donjon, disant qu'un gobelin était apparu et que cela n'avait aucun sens, il ne devait pas y avoir de gobelins dans ce donjon. Et qu'ils veulent récupérer l'argent de l'entrée. Dorso observe la situation de loin. Et il sait que cela ne sert à rien qu'ils crient, car ils ne récupéreront pas leur argent. Et il explique, comme un bon vétéran, que parfois un monstre apparaît qui n'est pas dans les informations publiques du donjon. Et il explique qu'un gobelin est un monstre de 2 étoiles, mais si vous utilisez quelques astuces, ce n'est pas impossible. Le vaincre. Après cela, sans trop tarder, le groupe de sucreries se prépare à entrer dans le donjon. Et on nous montre l'intérieur du donjon. C'est une station de métro, abandonnée, sans personne aux alentours. Mais à ce moment-là, 3 petits gobelins en colère apparaissent. J'aimerais voir ce type, le gobelin Slayer, dans ce donjon. Notre ami Singa prend la tête et lance la boule de feu. Apparemment, il ne connaît pas la petite chanson. La boule de feu tombe près des créatures et commence à les brûler. Dosso commence à enchaîner avec sa magie et utilise enflammer. Et Dosso adore enflammer les yeux des créatures. Et il enflamme les yeux des gobelins. Un guerrier se lance à l'attaque et l'archer tire. Je ne sais pas si c'est un archer ou une archère. Commentez si c'est un archer ou une archère. Il fait sa part et tire des flèches sur les gobelins. Vous remarquez la même chose que moi? Ce n'est pas un peu exagéré pour tuer 3 gobelins, non? C'est du feu, des explosions. Des flèches. Alors qu'il y a un guerrier qui, avec toute la facilité du monde, tranche les petits gobelins en 2. Et il y a aussi le squelette du prota, qui enfonce l'épée dans la poitrine du petit gobelin. L'un des figurants dit que les boules de feu de Singa sont très puissantes. Et il dit aussi que les squelettes du prota sont plus rapides qu'il ne l'imaginait. Et que, certainement, son squelette est plus fort qu'un rang F.
Et le prota sourit et pense qu'il est évident que ce squelette est plus fort, car il a utilisé beaucoup de points de compétence pour augmenter le niveau du squelette. Et ça valait le coup, non, puisque ce n'est plus un squelette de niveau 1. Et commence l'excavation de la pierre de sang. 2 gobelins sont excavés. Et Dosso est très content. Car les pierres de sang du donjon à 2 étoiles sont excellentes. Et ont un taux de drop très élevé. Il dit qu'avec une pierre de sang de cette taille, il pourra la vendre pour 20 billets. Prota est stupéfait. 20 billets? Elles valent autant que ça? Chaque pierre de ce type vaut environ 200 000 onzas. Ce qui équivaut à 6800 reais. Dosso est très heureux. Ils sont juste à l'entrée du donjon. Et ils ont déjà chassé beaucoup de pierres de sang. En pensant qu'ils avaient tué seulement 4 gobelins avec des sacs pleins, Dosso se dit qu'un donjon à 2 étoiles ne se compare même pas à un donjon à 1 étoile en termes de quantité de drop. Définitivement, un donjon à 2 étoiles est bien meilleur qu'un à 1 étoile. Le groupe est presque arrivé au dernier niveau et a une belle surprise. Le gobelin qu'ils attendaient est, en fait, un hobgoblin. Et il est là, un hobgoblin, musclé, en forme, chaman, et entouré de nombreux adeptes. Et Dos prend la tête, disant qu'ils doivent agir avec beaucoup de prudence et suivre les informations de base, comme on le dit. Sauf que, pour nous, Dos n'a jamais affronté un hobgoblin. Il n'a fait que lire à son sujet. Informations de base. Et Kang est là, immobile, juste en train de regarder et d'observer. Kang donne un conseil pour procéder avec beaucoup de prudence. Et Dos, étant un mineur vétéran, a dit qu'il est bien familier avec le manuel et sait que l'attaque principale du gobelin est la magie. Ainsi, nous allons réussir à gagner avec beaucoup de facilité, car la compétence de ce petit gars ici, qui a un nom difficile que je ne vais pas prononcer, celui qui est devant ici, est de lever des barrières. On l'appelle Enu Alemsocle, de petites barrières. Dos affirme qu'avec petites barrières dans l'équipe, ils sont invincibles contre ce gobelin. Le protagoniste n'est pas là pour créer des problèmes et se met à réfléchir, puisque le groupe de l'équipe a dit qu'il ne ferait rien, il va juste observer et voir ce qui se passe. Le chaman musqué décide de faire sa première attaque. En lançant sa magie, Petite Barrière commence à faire sa part. Il crée une barrière magique pour protéger le groupe. Le chaman, dans son invocation, commence à dire Papi Baki Diarfo, Papi Baki Diarfo, Papi Baki Diarfo. Arrêtez la vidéo et essayez de le dire 3 fois sans vous tromper. Et le Robe-Gobelin lance un rayon très puissant sur Petite Barrière. Pendant ce temps, Dorso donne des ordres au reste du groupe. Et tous commencent à attaquer le chaman. Et Dorso lance du feu dans les yeux du chaman. Profitant de cette ouverture, le guerrier tente d'attaquer. Sauf que le chaman est très bon en combat. Et il défend l'attaque du guerrier. Notre ami Singa ne sait pas lancer de boule de feu. Je dis bien boule de feu. Ça, c'est une boule de feu. Il ne connaît pas la petite chanson. Kang, observant tout cela, réalise que c'est très dangereux. Car sur la planète Alph, il a rencontré divers monstres. Et parmi eux, il y avait beaucoup de Robe-Gobelins. Et il sait que les Robe-Gobelins ont une intelligence au-dessus de la normale. Et ils sont capables d'utiliser la magie. Cependant, ce qui rend le Robe-Gobelin très dangereux. Ce n'est pas seulement la magie, c'est le niveau de commandement qu'il a. C'est un commandement intelligent et supérieur. Après avoir reçu cet ordre, les gobelins s'arment et avancent avec beaucoup de prudence vers les ennemis. Et immédiatement, tout le groupe remarque que les gobelins agissent différemment. Sous l'influence des hobgoblins, un non-inscrit apparaît et tire une sarbacane empoisonnée dans le cou de Barérina. Et il dit que cela fait très mal. Et le poison se répand rapidement dans le corps de Barérina. Le figurant, dont on ne sait pas s'il est un homme ou une femme, demande ce qui arrive à Barérina. Je n'ai jamais vu un poison comme ça, car la tête de Barérina vient d'exploser. Est-ce un poison ou un bébé alien? Barérina tombe sans vie et le non-inscrit décide de fuir. Et le protagoniste commence à parler, c'est pour ça que j'ai dit que c'était dangereux. Ce qui rend un gobelin très dangereux, ce n'est pas sa capacité physique ou sa magie, mais plutôt sa capacité à commander, son grand intellect. Une horde de gobelins qui a un commandant ne peut pas être considérée comme un monstre d'une étoile normale. Le Robe-Gobelin ordonne à ses gobelins d'attaquer le groupe. Dos, écarquille les yeux et, en tant que vétéran plein de courage, ordonne à tout le monde de courir. Allons-nous-en d'ici et chaque guerrier courageux s'enfuit de la manière la plus honteuse possible, à l'exception de notre ami Singa. Il prépare une autre de ses boules de feu et la lance avec beaucoup de force en direction des gobelins. Les gobelins, ayant un chef pour les commander, n'ont subi aucun dommage, Dosso dit que cela ne sert à rien, de les affronter et qu'ils doivent fuir. L'un des courageux, qui était déjà en train de reculer, demande où est Barérina et Dosso dit qu'il est déjà mort et qu'il n'y a plus rien à faire pour lui. Allons fuir, c'est comme un jeu de chat. Celui qui s'enfuit en dernier est le plus laid, sauf que le lutin dit merci. Il ne va pas rester immobile et commence à sourire. Concentrant sa mana diabolique, il dit Papi Bakigaro pour le sautillant, Papi Bakigaro pour le sautillant, Papi Bakigaro pour le sautillant. Et il lance une magie de foudre qui rebondit entre les courageux éveillés qui sont en train de fuir. Et il touche en plein dans le mille. Celui qui a osé lancer une boule de feu. Quand le Dos a vu cette scène, il a crié encore plus fort pour que tout le monde s'enfuit, sinon tous vont mourir et tout le monde s'est enfui,
laissant leur ami Singa pour être sacrifié. Singa est là, allongé, les fesses en l'air. Et le roc-gobelin et les gobelins violeurs viennent d'arriver. Cependant, Kang n'avait pas couru et était là tout près, à l'affût, attendant une opportunité. Alors, comme ce ne sont que des gobelins, il sort de sa cachette, sort son pied de biche et dit que cela fait longtemps qu'il n'a pas chassé des gobelins, qu'il va beaucoup apprécier cela. Et il invoque 4 squelettes pour aider. Rob Gobelin et les gobelins ordonnent à leurs sbires de tuer le protagoniste. Et le protagoniste sait combien il est difficile de gérer un groupe de gobelins qui a un chef. Alors, il n'y a qu'une chose à faire, tuer le chef. Le protagoniste fait un sprint vers le hobgoblin. Et tous les petits têtus non écrits se mettent en travers, essayant de l'empêcher. Mais le protagoniste a aussi ses non écrits qu'il a invoqués. Alors, pendant que le soldat squelette s'occupe des petits gobelins, le protagoniste va directement affronter le hobgoblin. Le protagoniste saute par-dessus le hobgoblin. Le hobgoblin commence à parler et à conjurer sa magie de foudre. Cependant, le protagoniste est beaucoup plus rapide et est déjà très proche du hobgoblin. Et traverse avec le pied de biche la tête du hobgoblin, le tuant instantanément. Le protagoniste, qui est très audacieux, souriant, demande à l'âme du hobgoblin s'il pensait vraiment attendre que sa capacité de foudre se réinitialise. Apprends à faire le raid. Attrape toujours une créature pendant le cooldown. Quand c'est en cooldown, c'est sans défense. Il suffit de tuer, comme il l'a fait avec les hobgoblins, et le protagoniste monte instantanément au niveau 6. Et il sent ses attributs augmenter de façon exponentielle. Et il sourit, car il préfère de loin jouer en solo plutôt qu'en groupe. Et de cette façon, ses points d'expérience augmentent très rapidement, sans s'arrêter. Singa, presque sans vie, demande de l'aide au protagoniste. Le protagoniste observe cela et se dirige vers Singa. Le protagoniste est étonné, car il est encore en vie après ce coup de foudre. Et Singa demande de l'aide au protagoniste pour ne pas le laisser mourir. Et le protagoniste, en regardant cette situation, réalise qu'il peut en tirer un avantage et demande à Singa ce qu'il peut faire s'il lui sauve la vie. Singa dit qu'il ne le dira à personne, et le protagoniste répond « Dire quoi, misérable ? Que tu es un rang éveillé. » Kang est très contrarié et dit qu'il s'en fiche. Et le mourant demande alors ce que le protagoniste veut. Kang s'arrête et réfléchit un peu. Et il dit « Nous sommes quittes avec ça. » Et il lui montre ses doigts. En regardant ses mains, Singa interprète cela comme le symbole de la paix et demande « C'est le symbole de la paix ?» La scène change pour quelqu'un creusant le corps d'un gobelin et nous voyons une pierre de sang être retirée d'un autre corps. Et c'était Singa, totalement rétabli, avec un sac plein de pierres de sang, disant que son travail était enfin terminé. Kang est au loin, demandant s'il a déjà terminé le travail. Et Singa dit que oui, il a déjà récupéré toutes les pierres de sang des corps. Singa devient pensif, car il se demande comment une personne aussi forte peut être de rang F, et il déduit que le protagoniste est au moins de rang D, car ses compétences de combat sont suffisantes pour chasser des monstres de niveau 2, par lui-même. Et il continue de penser qu'en plus, Kang a la capacité d'invoquer des squelettes et la capacité de chercher des pierres de sang. Et le plus incroyable, il a une capacité de guérison qui m'a complètement restauré. Kang a utilisé une capacité qui a aspiré quelque chose des corps et l'a guéri instantanément. Ainsi, Singa conclut que, vu la variété des capacités, le protagoniste pourrait certainement être même de rang C. Et Singa est incrédule, car cela ne fait que 3 heures que le protagoniste s'est enregistré comme éveillé. Singa remet le sac au protagoniste et Kang demande s'il sait combien valent toutes ces pierres de sang. Singa a dit qu'approximativement, entre 8 millions de wons. Bien sûr, j'ai déjà fait le calcul. 273 000 réaux. C'était une bonne affaire. Le protagoniste a investi 100 000 wons et a gagné 8 millions. Kang regarde Singa dans les yeux et dit « Tout ça c'est à moi, tu entends ?» Et Singa, sur le champ, consent. Et dit que oui, bien sûr, tout est à lui. Singa trouve incroyable à quel point le protagoniste est obsédé par l'argent. Et là, on nous montre la scène où le protagoniste lui fait le signe de paix. Et je vous ai laissé lire la réponse que le protagoniste lui a donnée. Kang dit que Singa lui doit 2 millions de wons pour lui avoir sauvé la vie. Alors, il trouve rapidement la pierre de retour. Les deux se préparent rapidement à sortir du donjon. Et le système défensif du protagoniste avertit qu'une légère soif de sang a été détectée. Alors, Kang dit de rester plus attentif, car il semble qu'il y ait une embuscade en cours. Singa dit à Kang que nous nous sommes déjà débarrassés de tous les monstres. Donc, il n'est pas possible qu'il y ait une soif de sang ici, si ce n'était pas le protagoniste. Ce Singa serait déjà mort 5 fois de plus. Kang, avec son sens d'araignée, ordonne au rat d'arrêter de se cacher et de se montrer. Et, au même moment, Dorso et le groupe se présentent et marchent timidement vers le protagoniste. Dorso, qui est très hypocrite, demande ce qui s'est passé s'ils ont tué tous les monstres à eux deux. Et le protagoniste avertit déjà Singa de ne pas s'approcher, car il prévoit de les attaquer dès qu'ils seront plus proches. Et Singa demande « Que allons-nous faire ?» Et le protagoniste observe simplement ce groupe arrêté devant lui. Et il dit « Waouh, vous êtes enfin revenus après être partis, en courant. » Et avec la queue entre les jambes, Kang dit qu'ils auraient dû attendre devant la barrière. Pourquoi descendez-vous jusqu'ici? Et Dorso, qui est un faux ami, demande pourquoi Kang agit de cette manière avec ses coéquipiers.
Et il affirme qu'ils sont revenus pour nettoyer le donjon après un retrait stratégique. Et quand il est arrivé, il semble que tous les monstres avaient déjà été tués. C'est tout ce qui s'est passé. Dorso demande à Kang comment il a fait cela. Et le protagoniste rit et lui dit d'arrêter de cracher. Mensonge. Kang dit qu'il sait qu'ils sont revenus pour récupérer les pierres de sang. Il dit qu'ils sont là, et en déversant toutes les pierres sur le sol, Kang parle avec un regard très sanguinaire, si vous les voulez, il suffit de venir les prendre, et Dorso parle avec le protagoniste, disant qu'il y a un malentendu, qu'il a tout compris de travers, qu'ils ne sont pas fous au point d'essayer de tuer M. Kang, car il sait que c'est le protagoniste qui a tué tous les monstres qu'ils n'ont pas été capables de tuer, et Dorso termine son explication, disant qu'il s'est senti très mal, et qu'il ne pouvait même pas l'emmener avec eux, et Dorso dit qu'il n'avait pas d'autre choix, car sa vie était aussi en jeu, et qu'ils sont venus là uniquement pour récupérer les pierres de sang. Et que, par pure chance, après leur retour, les deux avaient déjà nettoyé les donjons. Ainsi, Dos remercie pour l'opportunité de pouvoir récupérer le corps de Barrerina. En entendant les mots de Dos, Kang devient pensif. Car en voyant Dos, si souriant et parlant de manière si gentille, il pense qu'il est un peu insensible. Et que peut-être l'embuscade qu'il a ressentie n'était du qu'au monstre, en fait. Le protagoniste sait qu'Alfil a changé de manière drastique. Car là-bas, il devait être en état d'alerte tout le temps. Alors, la mort pouvait venir, de n'importe où. Kang pense qu'il n'est plus à Alf, mais sur Terre. Instantanément, en terminant ce raisonnement, il entend un incendie. L'aîné, qui est un grand-fils d'une bonne mère, ne sait agir que par lâcheté et trahison, et envoie un signal aux autres membres du groupe pour attaquer. Et l'oncle et la tante de la flèche lancent leur attaque, touchant l'épaule de Singa. Le protagoniste, même avec les yeux en feu, est prêt à réagir, car la seule chance qu'ils avaient. Ils ont gaspillé la flèche sur le mauvais gars. Et le fils d'une piscine de douceur vient en souriant pour achever le protagoniste. En disant que tous les éveillés sont pareils. Et il a l'air heureux en achevant le protagoniste. La scène change pour la sortie d'un donjon. Où nous voyons Yvonne féliciter ses camarades pour le bon travail qu'ils ont fait à l'intérieur du donjon. Soudain, le téléphone de la rousse Linda sonne. Et c'est le connard, disant qu'il a trouvé la personne qui a envahi son donjon ce jour-là. Et Yvonne demande son nom. Et il dit que c'est Kang. Rugin. Le connard. Il dit qu'il a été difficile de découvrir qui il était, car son nom n'apparaissait nulle part. Sauf qu'aujourd'hui, il s'est enregistré comme éveillé. Et Yvonne est très surprise, car elle pensait qu'il était un éveillé enregistré. Et elle demande où il est maintenant. Et nous revenons à la scène où nous voyons Kang être attaqué par Dos. Et Dos, avec un regard de semi-psychopathe, regarde le protagoniste. Et le protagoniste sourit, disant que c'est tendu. Ah, quelle attaque pertinente de ta part. Le protagoniste attrape Dos et le lance de toutes ses forces contre le béton. Oui, et ça a dû faire mal un peu. Et Dorso ne sourit plus, il crache du ketchup dans la bouche. Le protagoniste, étant le roi de la méchanceté, savait exactement ce que Dorso allait faire. Kang, pointant la main vers les autres figurants, demande si c'est ainsi qu'eux sont les autres éveillés. Il ne savait pas qu'ils seraient aussi sans scrupules. Mais puisqu'ils sont devenus avides de la pierre de sang, alors il va leur donner un peu de sang. À ce moment-là, le protagoniste commence à invoquer ses squelettes. Et de chaque cadavre, un squelette combattant commence à être invoqué. Alors, le protagoniste dit que l'heure de la punition est arrivée. Et il ordonne à ses squelettes d'anéantir les autres figurants. C'est un coup sec par ici, un coup sec par là, couteau dans le ventre, ventre sur le couteau, poitrine sur le couteau, couteau dans la poitrine. C'est le festival de la boucherie. Après cela, le protagoniste prend le couteau que le Dos utilisait et marche calmement vers lui. Assurément, les bigolins seront coupés. Et Dos, étouffé par le ketchup, veut parler avec le prota. Cependant, il n'est pas d'humeur à discuter. Le protagoniste dit « Discuter ? Commence à discuter ? Pourquoi discuter ? Bien sûr que vous essayez de gagner du temps, jusqu'à ce que votre capacité d'initiation se recharge. » Et sans tergiverser, la Tramontina fait son travail et Dos va jouer en 2e division. Et la scène est belle à voir. Il y a des corps sans vie ici, du ketchup là, de la peinture rouge partout, alors le prota, qui aime beaucoup l'argent, décide de les détrousser et dit que Dos est vraiment un salaud, car il a apporté beaucoup d'argent. Pour les donjons, Singa reste là, regardant, incrédule, n'en revenant pas que Kang soit en train de voler tous ceux qui sont morts. Et il trouve cela fou, car le prota a tué quelqu'un sans même cligner des yeux. Et le prota dit qu'il n'y a pas d'espoir pour les gens qui trahissent les autres. N'est-ce pas, Singa ? Le prota regarde en arrière et demande pourquoi Singa ne lui répond pas. Singa avait déjà collé platiné, décide de parler. Oui, c'est ça. Ah, vous ne savez pas ce que c'est platiné, n'est-ce pas ? Quel dommage. Mais je vais traduire. Singa est mort de peur et a accepté avec lui. Kang affirme que Singa a failli mourir à cause de lui. Et Singa affirme que ce n'était pas la faute de Kang. Ainsi, le prota demande 2 autres grands pour Singa. Et Singa reste paralysé en réalisant que Kang ne demande que de l'argent. Kang. En se rapprochant encore plus de Singa, il dit qu'il l'a sauvé 2 fois,
et qu'il devra en tenir compte lorsqu'il calculera les dépenses que Singa lui a causées. Alors, Kang demande à Singa de montrer son épaule et dit qu'il doit la soigner. À nouveau. La scène change pour l'extérieur du donjon, où l'employé est surpris par l'approche de Kang, et l'employé demande au duo, « Hein, juste vous deux? Où sont les autres membres de votre groupe ?» Et Kang dit que le reste a été tué par des monstres, et Singa ne fait qu'acquiescer au mensonge que le protagoniste vient d'inventer, car il est terrifié par la facilité avec laquelle le protagoniste a tué sans ressentir aucun remords. L'employé de la guilde demande comment il a réussi à récupérer toutes les pierres de sang du donjon. Il dit « Ah, oui, c'est parce que nous avons risqué nos vies pour réussir à récupérer toutes les pierres de sang. Parce que, même si nous mourons, nous devons essayer de récupérer toutes les pierres de sang. » L'employé de la guilde demande à tous les deux de signer les rapports et dit que le bureau le contactera, au cas où il aurait besoin d'aide pour les enquêtes sur l'accident dans le donjon. Et ainsi, le protagoniste s'en va, très pensif. Et aussi la jambe, car il a réussi en une seule journée à obtenir 3 millions de wons, ce qui fait un total de 445 000 reais. Cela sans compter les 4 millions de wons que Singa lui doit. Le protagoniste est très content, car aller seul dans le donjon rapporte beaucoup d'argent. Et Singa, qui a attrapé le Covid et oublie les choses, pense qu'il devra payer au protagoniste 40 millions de wons. Et il sait qu'il n'a pas cet argent, donc il devra contracter un prêt. Singa, dans ses pensées, envisage de demander au protagoniste de laisser tomber. Cependant, Kang, l'appelant par son nom, dit qu'il sait qu'il déteste les traîtres, n'est-ce pas? Alors, c'est bien, il ne le trahira jamais. Kang prend congé et dit qu'il attendra que Singa le contacte. Ainsi, Singa est certain qu'il devra contracter un prêt de 40 millions pour payer le prota. Ce Singa est vraiment douché, mec. C'était seulement 4 millions. Soudain, Singa se perd encore plus dans ses pensées. Il pense maintenant qu'il ne doit pas seulement 40 millions. Il doit un total de 400 millions de won au prota. C'est quoi cette blague, mec? La scène change, vers un magasin de téléphone portable, où le propriétaire du magasin baille, car il n'a aucun travail à faire à ce moment-là. Et, de plus, il n'a eu aucun client aujourd'hui. En entendant un bruit très fort, le propriétaire du magasin panique. Le propriétaire du magasin demande ce que c'est, et voyant le prota entrer de manière si brusque, il demande « Qui êtes-vous » Le prota ne répond rien, et l'attrape déjà par le col. Le prota est très fort, et soulève le vendeur, qui est un peu rondouillet, sans aucune difficulté. Et soudain, commence la séance de passage à tabac. Juste, des gifles au visage. Après la première claque, le vendeur demande « Que faites-vous » Le prota, sans répondre un mot, le gifle simplement. Après un massage bien délicat, le vendeur ne donne que le résidu. Le vendeur sait que la personne en face de lui est très folle, donc il ne peut rien faire pour le provoquer. Après une séance de gifles au visage, le vendeur demande au prota de ne pas le tuer. Kang se demande s'il doit tuer ou non ce fichu vendeur. Alors, Kang décide de le libérer et dit « Eh, petit vendeur, tu te souviens de moi? Je déteste les gens qui me trahissent et c'est pareil pour ceux qui me mentent. Tu te souviens de ce téléphone que tu as vendu comme s'il était neuf et de dernière génération ?» Le vendeur ne comprend pas ce que le prota est en train de dire. Et, dans son esprit, en regardant bien le prota, il pense qu'il n'a jamais vu cette personne de sa vie. Le prota sort son téléphone de 1940, avec un bouchon, et demande « C'est toi qui m'as vendu ça, maintenant tu te souviens ?» C'était un iPhone 2, qui ne téléchargeait ni n'installait presque rien. Et ce n'est qu'après cela que le vendeur parvient à se souvenir de quelque chose. Il se souvient qu'il a été facile de tromper ce salaud de Kang, et qu'il a vendu un téléphone qui ne valait presque rien. Pour une fortune. Il a trompé le prota et a parlé de manière si convaincante que le prota a été stupéfait de voir un téléphone de dernière génération dans ses mains. Cependant, c'était un téléphone qui avait été fabriqué il y a 5 ans. Maintenant qu'il se souvient de qui est le prota, Kang lui demande « Alors, tu ne vas pas me répondre ? Pourquoi as-tu vendu ce fichu téléphone ? Pour moi, comme s'il était neuf et de dernière génération ?» Plus tard, à l'extérieur du magasin de téléphone, le prota ajoute quelques contacts supplémentaires avec son nouveau téléphone, et qui est maintenant vraiment de dernière génération. Le prota a très peu de contacts. Sa mère, Gemino, le vrai Gemino, Singa, et le maudit vendeur. En sortant du magasin, le prota se met à penser que s'il était à Alfie, il aurait arraché tous les membres de ce maudit vendeur. À ce même instant, 2 personnes suspectes s'approchent par derrière le prota. En appelant Kang par son nom, ils s'arrêtent et se retournent pour voir ce qu'ils veulent. Le groupe a déjà grandi, encercle le prota et demande s'il est un nécromancien. Rang F. Le groupe dit qu'il l'observait déjà depuis un certain temps et pense qu'il n'est pas rang F, car il a conclu. Un donjon tout seul. Ainsi, il est sûr que Kang n'est pas rang F, car de rang F, lui et Singa n'auraient pas la capacité de tuer un groupe entier. Soudain, Yvonne s'approche et dit qu'il est un novice très courageux. Le prota, ne connaissant pas ma génération, demande « Qui es-tu » et on nous montre Yvonne, une rousse belle et merveilleuse. Eh bien, c'est la nouvelle œuvre de la chaîne, j'espère que vous l'apprécierez.
Profitez-en pour laisser un like et vous abonner à la chaîne, pour ceux qui ne sont pas abonnés.